Dans son discours à l'occasion de la fête du trône de Sa Majesté, le roi Mohamed VI a affirmé que les acquis économiques et sociaux engrangés par le Maroc transcendent les mandats gouvernementaux et parlementaires, soulignant qu'ils sont le fruit d'une dynamique cumulative vertueuse étalée sur des années de suite et favorisée par les orientations stratégiques de notre pays et la pertinence de ses choix majeurs. Alors, entre cette vision stratégique de long terme et le bilan d'un mandat gouvernemental, il existe toutefois un écart qu'il convient d'analyser. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement a engagé l'un des plus vastes chantiers sociaux de l'histoire du royaume. Autant de réformes d'une ampleur inédite qui s'inscrivent dans cette dynamique impulsée au plus haut niveau de l'État. Pourtant, en même temps, plusieurs indicateurs continuent d'interpeller. Le chômage des jeunes dépasse 35%, le taux d'activité des femmes demeure inférieur à 20%, tandis que les performances du système éducatif restent préoccupantes. Comment expliquer ce décalage et quel bilan peut-on réellement dresser à quelques mois des prochaines échéances législatives? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Habib Khamali, vice-président du réseau citoyen Tariq Ibn Ziyad Initiative Tizi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, peut-on parler aujourd'hui d'un tournant historique en matière de protection sociale dans notre pays? Alors, permettez-moi tout d'abord d'en profiter de cette occasion de la fête de trône pour féliciter Sa Majesté pour ce 27e anniversaire. Et ça fait un lien du moment que ce chantier de protection sociale est le résultat d'une vision royale long-termiste qui a été mise en œuvre dans le cadre de ce gouvernement et dans le cadre de ce mandat 2021-2026. Donc aujourd'hui, 5 ans après le début de la mise en œuvre, on a des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants, notamment en matière de couverture, de taux de couverture sociale, qui est passé de 42 à 88%, mais également en termes d'autres mesures telles que les aides sociales directes qui ont concerné plus de 4 millions de familles, et presque un peu plus que 50 milliards de dirhams d'enveloppe globale dépensée. Et donc maintenant, je pense que ce qu'il va falloir évaluer beaucoup plus, ce sont les mécanismes de mise en œuvre de cette stratégie, donc qui restent questionnables. Et donc, comme nous l'avons bien précisé dans notre rapport, aujourd'hui, si on prend que les dépenses de l'AMO Tadamon, on remarque que près de 80% des dépenses sont destinées au secteur privé. Donc, il n'y avait pas il n'y avait pas de mesures parallèles qui ont permis aux services de santé publique de monter en qualité parallèlement à ces mesures sociales, ce qui a fait que le secteur privé a beaucoup plus en profité de ces mesures-là. Maintenant, il y a également d'autres sujets qui sont relatifs au mécanisme d'attribution de ces aides sociales. Aujourd'hui, on parle d'indicateurs et on connaît toute la polémique derrière ce sujet et qui a bien évidemment démontré que le fait d'avoir une stratégie bien définie ne permet pas uniquement d'avoir des résultats tangibles. Et donc, alors justement, oui, avant qu'on aille un peu plus loin dans les mécanismes, effectivement, peut-être faire un état des lieux global. Comment expliquer qu'en dépit de cette croissance, de cette croissance soutenue dont vous parlez, et d'importants investissements, le chômage demeure aussi élevé, notamment chez les jeunes? C'est un premier indicateur. Oui, tout à fait, et pas que. Alors, si on prend l'exemple du chômage qui a malheureusement atteint 13% globalement, 35% chez les jeunes, plus à peu près 50% chez les jeunes diplômés, hein, c'est un indicateur alarmant, et près de 20% chez les femmes, parallèlement à une croissance économique qui a avoisiné pendant ces 5 dernières années
3,8% en moyenne. Donc, sachant que l'année dernière, on a fait à peu près 4,9%. Donc, on remarque clairement qu'aujourd'hui, les chantiers sociaux ne sont pas. Il n'y a pas vraiment de stratégie, il n'y a pas de convergence vraiment entre ces différentes politiques publiques, ce qui a fait que l'impact économique n'a pas été bien ressenti au niveau des individus marocains. Et donc aujourd'hui, cette histoire de chômage, bon, le gouvernement a essayé d'y remédier à travers plusieurs programmes, parfois des programmes entrepreneuriaux tels que Força ou autres, mais d'autres fois aussi à travers une feuille de route dédiée à l'emploi qui a été. Oui, mais il y a eu des réformes sociales quand même. Il y a eu des réformes sociales. Est-ce qu'elles ont davantage amorti les effets des crises, qu'elles ont réellement transformé les conditions de vie des jeunes et des autres citoyens marocains? Écoutez, je pense que le résultat est clair, hein. Les manifestations des jeunes, il y a quelques mois d'aujourd'hui, ont clairement fait sortir l'emploi et l'éducation à la santé comme priorité. Donc aujourd'hui, ces réformes sociales qui ont été drivées par la vision long-termiste de Sa Majesté ont malheureusement été mises en œuvre de manière qui est totalement déconnectée du contexte social marocain. Donc aujourd'hui, l'impact sur le citoyen marocain n'a pas été ressenti, ne serait-ce que en termes, on a parlé du chômage, mais on peut aussi parler de l'éducation, qui est aussi un exemple. Et donc aujourd'hui, il y avait toute une stratégie d'école pionnière derrière, qui n'a pas donné, qui n'a pas donné de vrais résultats sur le terrain. Aujourd'hui, le Maroc est classé 79e sur 83 ou 85, il me semble, selon le classement PISA. Et donc c'est quelque chose qui démontre la situation catastrophique de l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, ces réformes-là, ce qu'il faut dire, en tout cas ce qu'on dit dans le verdict de Tizi, c'est que ces réformes-là, si on n'arrive pas à les aligner avec une vision sociale intégrée, on n'arrivera jamais à avoir un impact direct sur le Marocain. Et du moment qu'on n'a pas d'impact direct sur le Marocain, on ne peut jamais dire qu'on a réussi une stratégie. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, il y a une grande différence entre ou plutôt le fait d'avoir une vision n'est pas uniquement le seul indicateur pour réussir la transformation d'un secteur, mais les mécanismes de mise en œuvre, de suivi, de pilotage sont aussi intéressantes. Et ce qui va permettre, bien évidemment, d'atteindre des KPIs qui sont touchables et qui permettront aux Marocains de sentir vraiment l'impact sur leur vie quotidienne. Alors, vous en avez déjà parlé à l'instant, mais peut-être revenons sur les écoles pionnières. Vous dites qu'elles n'ont pas forcément apporté de changement. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur les vecteurs, les facteurs qui n'ont pas pu atteindre les objectifs escomptés en ce qui concerne les écoles pionnières? Permettez-moi tout d'abord d'adresser le sujet de l'éducation de manière plus globale avant de zoomer sur les écoles pionnières. Parce qu'il y avait plusieurs chantiers qui ont été lancés dans le cadre de ce gouvernement. Je prends l'exemple du préscolaire, où on a fait des résultats extraordinaires. Qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 90% de préscolaires généralisés partout dans le Maroc. Et donc aujourd'hui, on est classé parmi les meilleurs dans la région MENA. Et ceci est grâce à de bons mécanismes de mise en œuvre. Donc l'État a fait monter des partenariats entre le gouvernement, entre l'État et des acteurs sociaux, plutôt des acteurs associatifs, tels que la Fondation marocaine du préscolaire et d'autres fondations, qui ont permis de ramener leurs capabilities pour mettre en œuvre cette stratégie nationale du préscolaire. On a l'exemple aussi de la scolarisation des filles dans les zones rurales, donc, qui est passé de 25% à plus de 93%. Donc, et c'est un chiffre qui nous reclasse encore une fois dans le podium dans la région MENA et en Afrique. Mais par contre, malheureusement, sur l'éducation nationale et justement avec cette stratégie d'école pionnière, aujourd'hui, on est à 80% de généralisation des écoles pionnières sur le primaire, presque 2 millions d'élèves concernés, mais ce sont malheureusement des résultats qui ne sont pas reflétés sur le classement du Maroc dans l'indicateur international PISA,
tout simplement parce qu'on est au tout début de l'implémentation de cette stratégie. Donc, 80% du primaire, après le collège, après le secondaire, donc, on est plus ou moins le premier tiers du déploiement de cette stratégie. On a beaucoup tardé à mettre en œuvre et à généraliser la stratégie. Ceci est normal, on parle d'un programme très complexe, aussi avec une planification sur du moyen et du long terme. Mais aujourd'hui, tout simplement, il faut dire de manière directe qu'on n'a pas encore senti le résultat et que les priorités pour le prochain gouvernement sur ce sujet d'éducation seraient de faire une évaluation pragmatique de cette stratégie d'école pionnière pour savoir si on est juste derrière des slides théoriques qui définissent une trajectoire ou bien s'il y a des résultats pressentis sur lesquels on pourrait compter pour généraliser ce modèle. Alors, vous parlez justement du prochain gouvernement. Quelles devraient être les trois priorités, selon vous, priorités absolues de ce prochain gouvernement? Est-ce qu'on parle de l'emploi des jeunes, de l'emploi féminin, de la qualité de l'école, justement, de l'effectivité de la production sociale, peut-être des réformes, des retraites? Alors, tout simplement, en tout cas pour nous à Tizi, on en a plusieurs, mais si on fait notre matrice de priorisation, on parlera en tout premier de l'emploi féminin. Donc aujourd'hui, on est sur des taux féminins. En tout cas, le gouvernement avait fixé comme objectif d'atteindre 30% de taux d'emploi d'activité des femmes. Au tout début de mandat, on était à 20%. Alors aujourd'hui, en 2026, on sort à 19%. Donc on a régressé, on a perdu des points. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place une stratégie nationale d'employabilité et d'activité des femmes. Deuxième sujet, je pense que en termes d'impact macroéconomique sur l'État, le sujet des caisses de retraite est une priorité nationale. Donc il faut, ça a été dépriorisé pendant ce mandat pour une raison ou pour une autre, mais il faut vraiment que ça soit la priorité du prochain mandat parce que déjà le Conseil économique et social et d'autres organismes, notamment la Banque mondiale, ont signalé on tirait le signe d'alarme il y a plus de 5 à 6 ans relativement à ce sujet de caisse de retraite. Et troisième sujet qu'on considère attisant, en tout cas prioritaire, c'est de lancer un dialogue national concernant la dignité des Marocains. Aujourd'hui, il ne faut pas uniquement agir sur le hard, sur les sujets hard, mais il y a des sujets soft qui sont très importants. Aujourd'hui, il ne suffit pas de mettre en place des stratégies ou bien de mettre en œuvre même la protection sociale, des stratégies d'employabilité, d'éducation, et que le service public et l'administration publique n'est pas à la hauteur des attentes des Marocains. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a un grand sujet de culture, un projet de culture sur lequel il faut travailler pour transformer vraiment la journée et le quotidien des Marocains dans leur confrontation des administrations et des établissements publics. Alors, puisque vous parlez de culture, de projet de culture nationale et de dignité aussi des Marocains, vous parliez tout à l'heure d'un problème ou d'un manque de convergence des politiques publiques entre plusieurs ministères. Le prochain gouvernement devra-t-il désormais, dans ce contexte, passer d'une logique de généralisation des dispositifs à une logique d'évaluation de leur efficacité, de ses propres efficacités? Écoutez, c'est un sujet qui revient toujours et pas uniquement au Maroc. Donc, ce sont toujours ces indicateurs de performance, comment est-ce qu'on les définisse. Mais on a beau définir des indicateurs chiffrés dans des sujets relatifs à l'économie, à l'industrie, à l'investissement, mais quand il s'agit de secteurs sociaux, quand il s'agit de la santé des Marocains, quand il s'agit de l'éducation des Marocains, quand il s'agit de la vie quotidienne des Marocains, on peut pas chiffrer ces KPIs, mais le seul indicateur est uniquement le niveau de satisfaction des Marocains. Est-ce que le Marocain est satisfait du service public? Est-ce qu'il est satisfait de l'hôpital là où il va? Est-ce qu'il a le choix de choisir entre une école publique et une école privée? Il doit avoir le choix normalement. Il ne doit pas être obligé à aller directement vers l'école privée pour chercher de la qualité. Et donc, ce sont des indicateurs qualitatifs aujourd'hui qu'il faut qu'ils soient intégrés demain dans le pilotage
de ces stratégies sectorielles. Et donc, il faut vraiment que le prochain gouvernement ait ces touches politiques pour pouvoir comprendre l'impact de ces stratégies sur le quotidien des Marocains. Merci infiniment Mohamed Habib Khamali, vice-président du réseau citoyen Tariq Ibn Ziyad Initiative Tizi. Donc, merci d'avoir répondu aux questions de Soir Info. Merci à vous.